Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock. J'ai le plaisir d'avoir, comme tous les mardis, notre ami Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler avec Pierre-Paul, évidemment, finance. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, un sujet sensible, un sujet qui est important qu'on en parle parce que c'est des choses qu'on vit dans la vie, les successions. On a touché le sujet quelques fois de part et d'autre, mais on n'a jamais été vraiment dans des exemples, dans des cas typiques de succession et je trouve que ça serait une belle occasion d'aller là, de parler de ça et de donner des exemples aux gens pour bien comprendre que la succession, il y a des choses légales à ce niveau-là. Puis qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec une succession, surtout lorsqu'elle est ambiguë. Là, on la prend dessus, y a-tu des dettes avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Ben effectivement, c'est important. Ben la première chose à dire sur les successions, c'est toujours la même chose. C'est dès qu'on est impliqué dans une succession, il faut aller voir un notaire absolument parce qu'on a des choses légales à s'occuper, des recherches testamentaires pour savoir qui est responsable de quoi, qui sont les héritiers, qui est liquidateur. Bon, ça c'est très important. Une fois qu'on a fait ça, par contre, et qu'on se rend compte en faisant un petit bilan qu'on a une succession qui est possiblement déficitaire ou qui est déficitaire assurément, ben c'est là que moi je rentre en ligne de compte. Là, le syndic rentre en ligne de compte parce que malheureusement, comme on a dit il y a 2 semaines, je crois, là, il y a encore des réflexes qui sont pas intégrés chez certains notaires quand les successions sont insolvables. Et pour un notaire, ben il y a souvent les 2 options, c'est on accepte ou on refuse une succession. Le problème, l'acceptation, ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Le refus de la succession, ben, c'est que ça entraîne des délais importants. Un dossier qu'on refuse, ça s'en va à Revenu Québec, ça prend des fois plus d'1 an avant d'analyser. Fait que je voulais donner un exemple là-dessus. Moi, j'ai eu c'est l'année passée ou peut-être 1 an et demi un dossier dans lequel je donne un exemple. Là, il y avait au-dessus de 200 000 de dette. Ok, il y avait là-dedans des placements pour à peu près une 40aine de mille, puis il y avait une maison avec une équité de 100 000, mais qui était détenue à 50% entre le défunt puis la conjointe, le survivant. Donc, il y avait une équité dans la succession de peut-être 50 000, là, qui est la moitié de ce qu'il y avait de valeur sur la maison. Mais là, donc, on avait peut-être une centaine... Oui, vas-y. Je fais juste une parenthèse. C'est à cause que là, la survivante, elle va rester dans cette maison-là. Ben exactement. C'est un des problèmes qu'on a, c'est celui-là. C'est que là, on a une maison qui est habitée par 2 conjoints, des enfants, et tout d'un coup, il y a un décès. Et là, ben on a une demi-maison qui appartient à la succession, qui est dans le pot de la succession, puis on a une demi-maison qui appartient à quelqu'un qui est en vie. Et si on renonce à cette succession-là, qui est clairement déficitaire, ben, on se retrouve dans une situation où là, Revenu Québec va devoir prendre en charge le dossier. Et ça, de ces temps-ci, là, ça prend plus d'1 an à ce que Revenu Québec prenne en charge le dossier d'une succession qu'on refuse comme ça. Donc ça, c'est le premier problème. Ça veut dire qu'on va demeurer dans les limbes pendant tout ce temps-là. On peut pas toucher à rien. Donc, là, il y a des conseils du notaire pour ne pas faire de gestes d'acceptation de succession qui vont rentrer en ligne de compte. Mais, exemple, déplacer des voitures, prendre l'argent dans le compte, il y a toutes sortes de gestes qui peuvent être très dangereux à faire. Donc, les héritiers, puis la conjointe survivante est bloquée à certains égards et éventuellement va devoir racheter la moitié de la maison avec une entente à Revenu Québec pour pouvoir continuer de l'habiter. Mais cette entente-là, on va devoir être dans le futur. Là. Fait que pendant ce temps-là, on a toute la problématique exemple d'une maison que le refinancement vient à échéance. On a la problématique de faire des rénovations ou de mettre de l'argent dans cette maison-là alors qu'on n'a même pas négocié encore le rachat de la moitié. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qui rentrent en ligne de compte. Et dans un cas de renonciation, ben il faut quand même évidemment payer les frais de notaire pour les recherches testamentaires. Si les héritiers renoncent, ben ils doivent payer le notaire aussi faut enregistrer ça, ces renonciations-là, de façon légale dans les 6 mois du décès. Sinon, on pourrait accepter de façon présumée la succession, puis là, on se ramasse avec les dettes de la succession qu'on veut pas. Donc, il y a assurément des frais qu'on doit payer quand on renonce aussi. Et en plus, on doit payer les frais funéraires. Donc, tout ce que je viens de dire là, ça coûte plusieurs milliers de dollars, évidemment. Ça engendre des problèmes. Le même cas, qu'est-ce qui arrive quand on le met en faillite? Ben moi, dans le fond, je présente une requête au tribunal. Ça prend à peu près 1 mois là, maximum. Là, on est capable d'avoir une date de cours à tous les mois. Donc, disons 1 mois de délai pour présenter cette requête-là. Et le jugement sort très vite. Puis dès la réception du jugement, on est capable de confirmer que cette succession-là est insolvable, de la mettre en faillite. Et là, ce qu'on fait, ben moi, comme syndic, je récupère les placements de 40 000 en écrivant aux institutions financières.
Avec ce 40 000-là, très rapidement, je rembourse tous les frais funéraires que la succession a payés. Je rembourse tous les frais de notaire que la succession a payés, les héritiers, tout ça, ou les frais de notaire qui n'ont pas été payés par personne encore. Donc, il y a des priorités de la loi quand il y a une faillite pour que ça soit payé en premier avec l'argent de la succession. Alors que sinon, l'argent est perdu, là, est envoyé à Revenu Québec et ils vont payer une partie des dettes, ils vont administrer ils vont payer leurs frais et on ne pourra pas s'en servir pour payer nos frais funéraires, les frais de notaire. Là. Donc, ça, c'est le premier gros avantage de mettre une succession en faillite. On prend l'argent pour payer ces frais-là. Donc, ça coûte rien aux héritiers. Mais, et dans un deuxième temps... Je te reviens avec une deuxième question qui vient me chercher. Ben oui. Lorsqu'un individu fait faillite de son vivant, la faillite le suit. Là, ce qu'on fait, c'est une succession qui tombe en faillite. Donc, c'est pas un individu, c'est pas quelqu'un de vivant, là. Donc, il n'y a aucune conséquence à aller en faillite comme telle, si ce n'est que Exactement. Le mécanisme pour recouvrir des choses, là. C'est ça, c'est le mécanisme qu'on veut parce que le seul impact réel d'une faillite pour quelqu'un dans sa vie de tous les jours, là, c'est l'impact sur le dossier de crédit puis sa capacité d'avoir du crédit dans le futur. Et cet impact-là va être mitigé de plusieurs façons. Hein. On entraîne nos clients à quoi faire pour rebâtir leur dossier de crédit rapidement. Mais pour un défunt, on s'en fout de cet aspect-là. Il n'y aura jamais à rebâtir son crédit. Donc, il n'y a aucune conséquence là sur les héritiers, il n'y a aucune conséquence sur le défunt. Et il y a juste des avantages pour les professionnels autour, pour les frais funéraires, pour les héritiers, pour le notaire. Donc, c'est réglé plus rapidement. On a parlé de plus d'1 an pour le Revenu Québec pour commencer à ouvrir le dossier, tandis que là, on parle d'à peu près 1 mois pour régler là tous les éléments de base, mettre ça en faillite. Puis là, ben, dès que la banque envoie les sommes, on est capable de payer cet argent-là. Fait que les délais sont très différents. La capacité d'utiliser l'argent pour payer les frais funéraires, frais de notaire, c'est pas la même. On peut le faire en faillite, mais on peut pas le faire sinon. Et l'autre élément, ben, dans ce cas-ci que je viens de parler, on se rappelle, là, il y avait une maison là-dedans à négocier. Là. Mais moi, en dedans d'1 mois, on a pu s'entendre sur un montant de 30 000 au lieu de 50 000. On se rappelle, la valeur là était de 50 000. On s'est entendu sur 30 000. La personne est allée chercher son financement. Elle a pu payer ce 30 000 $-là et elle a pu racheter la moitié de maison qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est encore là, il a fallu passer par une requête au tribunal. Mais ça se fait quand même aussi rapidement, toujours en dedans d'1 mois à peu près. Donc, on est capable de régler un dossier comme ça en dedans de quelques mois, avoir les sommes, payer les créanciers, rembourser les frais funéraires, rembourser les frais de notaire, transférer la maison, la vendre. Et tout ça est géré par le syndic, donc n'est pas géré par un liquidateur ou un héritier qui est en deuil. Là. Donc, c'est quand même très drastique comme différence avec un contexte de renonciation. OK. La question que j'aurais là-dessus, on parle d'une résidence, OK? Advenant le cas que dans la résidence, durant cette période-là, drastique, il y a un dégât d'eau. Ça marche comment? Ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va espérer que tout ce monde-là est assuré, mais normalement, le propriétaire qui détient la 50% est assuré, puis son assurance va payer les frais, puis la résidence est habitée. Là où on aurait un problème, c'est si on a un exemple, moi, quand je prends un immeuble dans un contexte où quelqu'un veut laisser aller un immeuble, puis le syndic doit le vendre, ben moi, je prends mes propres assurances. Donc, s'il y a un dégât d'eau, c'est mes assurances à moi qui vont payer pour ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a toujours une assurance à quelque part quand on est impliqué. Puis nous, évidemment, la journée où on a une succession en faillite, on va s'assurer que la maison a une couverture d'assurance suffisante pour justement que si ça arrive dans l'entrefait, dans l'intervalle entre la transaction, ben qu'il y a une assurance là-dessus. OK. Je posais la question dans le sens qu'on disait que si on prend pas la succession, si on laisse aller la succession, ou le temps que ça se fasse ou que les décisions se prennent, on peut rien faire sur les bâtiments, donc on peut pas les rénover, on peut pas les entretenir, ou on ne doit que les entretenir. J'imagine, il doit y avoir des choses qu'on a le droit de faire quand même, là. Oui, les gens sont capables de continuer d'entretenir. La problématique est que on met de l'argent, on entretient une maison, qu'on est propriétaire à 50%, puis on assume 100% des frais, et on n'a pas la certitude à quel montant qu'on va être capable de négocier avec Revenu Québec la transaction. Donc, okay. C'est tout ça, là, c'est cette incertitude-là qui est pas agréable. Là. Ouais. On avait parlé de 2 exemples. Celle-là, ça en est un. Je pense est-ce qu'on a fait le tour du premier exemple? Ouais, ça c'est un exemple pour expliquer là, la maison, les frais payés, tout ça. Okay. Avant d'aller au deuxième exemple, là, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Oui. Là, ce qu'il faut pas oublier aussi quand on fait le choix entre accepter, renoncer ou mettre en faillite une succession, c'est que des fois il y a des inconnus. Hein. En fait,
je vais nommer dans le deuxième cas, on parle justement d'un inconnu qui est arrivé comme ça, mais je vais vous donner un autre exemple très, très court, celui-là. J'ai des gens qui étaient venus me voir, puis il y avait 3 années d'impôts pas produits. On avait une succession qui semblait positive là à plus de 2-3 000 $, donc quand même pas énormément positive, mais on avait 3 ans d'impôts pas produits et les gens n'arrivaient pas à mettre la main sur les papiers. Au gouvernement, ne réussissait pas à parler pour avoir les relevés parce que la personne est décédée, n'arrivait pas à avoir un équivalent de procuration parce qu'on voulait pas accepter la succession et donc devenir liquidateur parce qu'il y avait des enjeux. Donc, les gens ont décidé dans ce cas-là de mettre la succession en faillite. On a produit les déclarations d'impôts et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un dû de 5 000 d'impôts sur le total des 3 années. Donc, ils ont bien fait. Donc, ça leur a évité d'être responsable de plus de dettes que d'actifs. Là. Donc, c'est des choses comme ça, des cas d'incertitude où on peut intervenir. Si je reviens au dernier exemple rapidement, il y a certaines protections aussi que ça va offrir en cas d'acceptation des héritiers. Encore là, je ne peux pas aller trop dans le détail parce que c'est pas blindé ce que je vous dis là d'un point de vue légal, mais je vais vous donner un exemple. J'avais une jeune fille qui est venue me voir, elle avait accepté une succession il y a quelques mois de sa mère. C'était la seule héritière. Sa mère, elle détenait rien. Elle n'avait pas de dette, mais elle n'avait pas d'actifs non plus. Elle avait 3 000 $ dans un compte. Donc, ils ont accepté la succession pour prendre le 3 000. Merci, bonsoir, tout est beau. Elle avait aussi une petite assurance, mais l'assurance, c'était pas dans la succession. C'était une assurance au nom de la fille, donc directement. Donc, ce 10 000-là n'était pas dans la succession. Il y avait seulement le 3 000. Fait que jusque-là, tout est beau. L'acceptation est faite. La personne a pris le 10 000 pour payer des frais funéraires et était confortable avec ça. Parfait. Finalement, quelques mois plus tard, elle découvre des agences de collection qui envoient des lettres pour 75 000 $ de dette. Donc, on se comprend que ça vient de changer le portrait pas mal. Ce que ça a comme impact, c'est que là, on a accepté une succession dans laquelle on a récupéré 3 000, mais on doit 75. Et donc, la jeune fille est responsable de payer ça. Là, c'est elle qui fait faillite, là, c'est plus la succession. C'est une des options, effectivement, qu'on pouvait regarder, mais la jeune fille avait quand même des actifs et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, j'expliquerai pas tout le détail, mais on a mis rétroactivement cette succession-là en faillite et en présentant évidemment toujours une requête au tribunal pour expliquer le contexte. Dans un contexte comme ça, je pouvais pas jurer à la jeune fille que c'était une protection parfaite parce que légalement, elle acceptait une succession. Je pouvais pas lui dire, puis personne pourrait lui confirmer que c'était une protection blindée. Par contre, avec le type de dette qu'il y avait, on a pu négocier quelque chose pour arriver à dire, regardez, là, ces dettes-là vont rentrer dans une faillite. Les créanciers l'ont accepté. On a pu mettre ça dans la faillite. Et la jeune fille elle a remboursé le 3 000 qui était dans le compte, évidemment, parce que ce 3 000-là appartenait à la succession. On a pu s'en servir pour payer nos honoraires. Et elle a pu se libérer du 75 000 qui est rentré dans la succession. Elle a pu également conserver le 10 000 d'assurance qu'il y avait là qui était à son nom à elle proprement. Donc, ça y a pas, au lieu de le mettre pour payer des dettes ou pour payer d'autres choses, elle a pu le garder. Donc, ça peut donner dans certains cas une protection aussi aux héritiers parce que on arrive, des fois on va négocier des choses, des fois on va expliquer comment les choses peuvent se passer, on va arriver avec des options. Ça a permis dans ce cas-là à cette jeune fille-là de pas être responsable de 75 000 $ parce que elle avait accepté par erreur une succession sans savoir qu'elle avait des dettes. Donc, c'est le genre de choses comme ça qui vont nous permettre. Puis en plus, dans le cadre de ce dossier-là, en faisant nos propres recherches pendant le cadre du dossier, on a été capable de trouver un 8 000 $ de placement qui n'était pas connu de personne. Ce que ça l'a fait, on a pu rembourser même à cette jeune fille-là les frais funéraires à ce moment-là avec cet argent-là et les frais de notaire, ce qu'on pouvait pas là, si on avait juste eu le 3 000 parce qu'on n'aurait pas eu assez d'argent pour régler tout le dossier. Mais en trouvant ce 8 000-là, on a pu rembourser beaucoup de frais. Fait que finalement, elle s'est retrouvée à avoir 10 000 $ à le garder parce que le reste, les frais funéraires, les frais de notaire, ils ont été remboursés au complet par la faillite de la succession. Donc, c'est des cas comme ça. C'est pas des cas nécessairement toujours simples, mais c'est des cas où les gens, quand ils viennent nous voir, on l'analyse, on leur explique les avantages et inconvénients, puis on arrive à des solutions qui sont souvent beaucoup plus avantageuses que simplement renoncer ou simplement payer les dettes d'une succession. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment, je pense que les gens devraient s'informer. Pierre-Paul, le temps coule vite, déjà, on arrive à la fin. On a les coordonnées pour vous rejoindre, s'il vous plaît. Oui, les gens peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE, peuvent nous rejoindre sur notre site Internet, Lacasse et Associés, peuvent aller sur Facebook et LinkedIn, évidemment, Lacasse et Associés toujours, peuvent nous écrire à info@lacassesyndic.com.
Génial. Pierre-Paul, c'était encore une fois extrêmement intéressant. J'aurais aimé avoir un 15 minutes de plus, honnêtement, pour aller plus à fond. On s'en prend, on en parle. De toute façon, ça va être un sujet qu'on va ramener, puis on s'en parle la semaine prochaine.